Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine en direct de la rédaction du mois de novembre. Pour tenter une fois encore de décortiquer l'actualité juridique, j'aurai le plaisir d'être accompagnée ce mois-ci par deux experts du groupe Revue Fiduciaire des rédactions fiscales puis sociales. Et j'accueille donc pour commencer Sophie Merchat, rédactrice en chef du feuillet hebdomadaire, qui vient aborder deux sujets fiscaux, le contrôle de l'avis de cotisation foncière des entreprises 2017 et l'actualité des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et de placement dans le projet de loi de finances pour 2018 et le projet de loi de financement pour la sécurité sociale pour 2018. Bonjour Sophie. Bonjour Marianne. Alors dans le dernier dossier publié dans le feuillet hebdomadaire de la Revue Fiduciaire, vous encouragez les entreprises à regarder à la loupe leur avis de CFE 2017. Pour quelle raison, Sophie ? Eh bien parce que 2017 est la première année de mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et que l'avis d'impôt 2017 comporte un certain nombre de cases et de mentions nouvelles qu'il est important de savoir décrypter. Je rappelle que les entreprises ne reçoivent plus d'avis de CFE par la voie postale et donc par conséquent qu'elles doivent aller le consulter sur leur compte professionnel en ligne sur le site impôt.gouv.fr avant de payer leur CFE 2017 en principe le 15 décembre au plus tard ou le solde de CFE si elles ont dû payer l'acompte. Donc, la nouvelle valeur locative se substitue à la valeur locative 1970 qui est devenue complètement obsolète, mais elle ne concerne pas tous les locaux. Alors non, elle ne concerne que les établissements qui disposaient de locaux dits professionnels au 31 décembre 2015, date de référence dans la plupart des cas de la CFE pour 2017. Et ces locaux professionnels, eh bien, ils comprennent à la fois les locaux commerciaux d'avant la révision et les locaux qui sont affectés à un usage professionnel, tels que les bureaux ou les locaux des professions libérales, par exemple. La révision ne concerne pas les établissements industriels évalués selon la méthode comptable, ni les locaux d'habitation. Comment l'entreprise fait-elle pour savoir si elle est concernée ? Alors d'abord, il y a un message personnalisé sur l'avis de CFE, page 1 de l'avis de CFE 2017. Ensuite, il faut aller voir sur la ligne 2 de l'avis de CFE. Si elle est renseignée, c'est sur cette ligne qu'est indiquée, s'il y a lieu, la valeur locative des biens qui sont concernés par la révision. Alors cette valeur, elle est soit égale à celle de la ligne 1 si tous les biens de l'établissement sont concernés par la révision, soit différente si les biens de l'établissement comportent à la fois des locaux professionnels et des locaux industriels, par exemple. Alors, le montant indiqué sur cette ligne 2 de l'avis 2017, elle peut révéler des anomalies, donc c'est intéressant, soit dans les éléments déclarés en 2013 par le propriétaire des locaux, ça peut concerner soit la surface des locaux, soit la catégorie des locaux, et puis également soit dans l'application par l'administration pour la CFE. D'après le message imprimé sur la première page de l'avis de CFE 2017, j'en déduis que la révision peut entraîner des augmentations ou des baisses de CFE. Ces hausses et ces baisses peuvent-elles être importantes ? Alors oui, dans un premier temps, puisque en fait la nouvelle valeur locative repose sur une méthode tarifaire. Chaque local a été classé dans un sous-groupe et à l'intérieur de chaque sous-groupe dans une catégorie de locaux qui ont été fixés par décret en fonction de sa nature et de sa destination. Alors, dans chaque département, une commission ad hoc a arrêté la délimitation des secteurs d'évaluation. Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés ou minorés par application d'un coefficient de localisation, qui est d'ailleurs publié sur impôt.gouv.fr. Ce coefficient de localisation, il est destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assises de la propriété au sein du secteur d'évaluation. Mais nous allons voir que dans ce mécanisme de révision, il y a 3 mécanismes de correcteurs qui vont s'appliquer pour atténuer les impacts de la réforme. Ce sont la neutralisation, le planchonnement et le lissage. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus sur ces mécanismes. La valeur locative brute est donc corrigée par application d'un coefficient de neutralisation et d'un mécanisme dit de planchonnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Sophie ? Alors, le coefficient de neutralisation, il concerne tous les locaux professionnels. Il est commun à tous les locaux d'une même commune ou d'une même intercommunalité. Quant au planchonnement, il va s'appliquer pendant 10 ans. Il a pour objet de réduire de moitié, pour chaque local et pour chaque taxe, les variations
tant à la hausse qu'à la baisse, entre l'ancienne valeur locative, il s'agit de la valeur locative 1970 actualisée et revalorisée pour 2017, et la nouvelle valeur locative révisée et neutralisée. Alors, pour connaître éventuellement le montant du plafonnement, les redevables doivent se rapprocher du service des impôts des entreprises dont dépend leur établissement. Très bien. L'application de la révision peut-elle avoir un impact pour un local imposé l'an passé sur la base minimum de CFE? Oui, lorsque la révision entraîne un dépassement du seuil de la base minimum. La CFE 2017 va avoir été calculée à partir de la valeur locative révisée, obtenue donc après application des mécanismes atténuateurs, neutralisation et planchonnement que nous avons vus. A l'inverse, lorsque la valeur locative révisée d'un local a suffisamment baissé pour la détermination de la CFE 2017 du fait de la révision, eh bien la base minimum peut avoir été appliquée et dans ce cas-là, elle est indiquée ligne 9 de l'avis de CFE 2017. Venons-en au dernier mécanisme correcteur de la révision, le lissage. Ce qui est lissé, ce n'est pas la base d'imposition, mais le montant de CFE. Alors, effectivement, le lissage, il aboutit à une majoration ou une diminution de la cotisation due. Son montant est déterminé définitivement en 2017 hors frais de gestion. Il s'apprécie par établissement et puis il est calculé par différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de 2017 sans application du coefficient de neutralisation et la cotisation établie au titre de ces mêmes années avant lissage. Le lissage annuel, il va être appliqué pendant 10 ans et il est indiqué en dernière page de l'avis de CFE 2017. Merci Sophie pour ces précisions. Autre sujet, les prélèvements sociaux et en particulier la hausse de la CSG à partir de 2018. Il en est question dans plusieurs textes en cours de discussion parlementaire, mais adoptés par les députés en première lecture. Oui, tout à fait. Donc il faut attendre l'adoption définitive et bien entendu la publication des lois au journal officiel. Mais enfin, les choses sont quand même déjà bien avancées aujourd'hui. Alors c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui prévoit de relever à 9,9% au lieu de 8,2% la CSG sur les revenus du patrimoine et sur les revenus de placement. Le total des prélèvements sociaux sur ces revenus est donc porté à 17,2% au lieu de 15,5% actuellement. Il prévoit, ce projet de loi aussi, une hausse de la CSG sur les revenus d'activité et de remplacement. Très bien. Pour les revenus du patrimoine, la hausse de la CSG s'applique dès les revenus de 2017. Et oui, c'est le cas pour les revenus fonciers, les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux notamment. Tous ces revenus seront taxés à 17,2% de CSG, CRDS et autres prélèvements sociaux. Il y a une exception, il s'agit des plus-values en report d'imposition obligatoire réalisées jusqu'au 31 décembre 2016 et dont le report expire à partir de 2017. Pour ces plus-values dont le report d'imposition expire, c'est le taux en vigueur lors de l'apport, donc le taux global de 15,5, qui va s'appliquer. Mais pour les plus-values en report d'imposition obligatoire dont le report expire à compter de 2018, c'est le taux en vigueur lors de l'apport, donc le taux global de 17,2 qui va s'appliquer. Pour les revenus de placement, la hausse de la CSG s'applique aux revenus dont le fait générateur intervient à compter de 2018. Oui, donc pour les revenus de capitaux mobiliers perçus à compter de 2018 et les plus-values immobilières ou sur biens meubles réalisées à partir de 2018, le taux global des prélèvements sociaux serait de 17,2%. De même, pour les revenus exonérés d'impôt sur le revenu acquis ou constatés à partir du 1er janvier 2018, mais soumis aux prélèvements sociaux au titre des produits de placement à partir de 2018, il serait mis fin au mécanisme des taux historiques. Alors, il s'agit principalement des revenus de l'épargne salariale, participation, plan d'épargne d'entreprise, PERCO, et des gains nets qui sont réalisés dans un PEA ou un PEA-PME ou des rentes perçues à la sortie de ces plans. Il est tout de même prévu une clause de sauvegarde. Oui, pour les produits acquis ou constatés à partir du 1er janvier 2018, mais au cours d'une période pour laquelle le niveau des prélèvements sociaux était garanti. C'est par exemple pour les droits à participation qui résultent de répartition de réserves spéciales intervenues avant 2018, le taux global de prélèvement de 15,5 en vigueur
depuis le 1er janvier 2013, s'appliquerait aux revenus acquis ou constatés au cours des périodes d'indisponibilité de 5 ans. Cette hausse de la CSG est accompagnée d'un relèvement des points de CSG déductibles du revenu global. C'est le projet de loi de finances pour 2018 qui la prévoit. Oui, en effet, mais la possibilité de déduire donc 6,8 points de CSG au lieu de 5,1 n'entre en vigueur qu'à compter de l'imposition des revenus de 2018. D'accord. Il en résulte que la CSG de 9,9% acquittée en 2018 sur les revenus de 2017 ne sera, elle, imputée que pour 5,1 points sur les revenus imposables de 2018, à condition que le revenu au titre duquel ces prélèvements sociaux sont payés soit soumis au barème progressif de l'IR et pas au prélèvement forfaitaire unique de 30%, qui est prévu pour les RCM prévus à partir de 2018 et les plus-values mobilières réalisées à partir de 2018, et sous réserve en outre que le contribuable dispose en 2018 de revenus autres que ceux soumis au prélèvement à la source à partir de 2019. Mais tout ceci est une autre histoire. Très bien, une histoire pour une autre fois peut-être, Voilà, alors Sophie. Tout à fait, on y reviendra. Merci d'être venue sur notre plateau, à très bientôt. Merci, Madeleine. En cet automne 2018, on parle beaucoup d'allègement du coût du travail pour les employeurs et de gains de pouvoir d'achat pour les salariés. J'accueille maintenant Nicolas Raymond, rédacteur en chef de la rédaction sociale, pour revenir sur ces deux sujets phares que l'on trouve dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Bonjour Nicolas. Bonjour Marianne. Alors Nicolas, je vous propose de commencer par les gains de pouvoir d'achat pour les salariés. On lit ici et là que la hausse de la CSG sera compensée par une baisse des cotisations salariales, mais est-ce que c'est aussi simple que ça ? Pas tout à fait Marianne, vous vous en doutez. Alors on va commencer par quelques chiffres objectifs, et ça c'est au clair dans le projet de loi de financement de sécurité sociale. La CSG sur les salaires, elle va augmenter de 1,7 points au 1er janvier 2018. Elle sera donc de 9,2% au lieu de 7,5%. Je précise que le supplément de taux consécutif à la hausse de la CSG sera bien déductible. Alors parallèlement, les cotisations salariales vont baisser de 3,15 points, mais en deux temps. On aura d'abord une baisse de 2,2 points au 1er janvier 2018. En pratique, il y aura une suppression de la cotisation maladie de 0,75% et on va supprimer 1,45 points de cotisation salariale d'assurance chômage. Et ensuite, la deuxième étape, ce sera au 1er octobre 2018, où on va supprimer 0,95 points de cotisation chômage, en fait ce qui restera de la cotisation chômage. Ce qui nous donne quel niveau de gain pour les salariés ? Alors si on s'en tient vraiment au bulletin de paye, donc si on combine la hausse de la CSG et le mouvement de baisse des cotisations salariales, ça nous fait un gain de pouvoir d'achat annoncé par le gouvernement sur les salaires de 0,5% dès le 1er janvier 2018. Alors une fois la mesure pleinement déployée, au 1er octobre 2018, le gain de pouvoir d'achat serait de 1,45%. Mais il faut quand même savoir que sur certains périphériques de rémunération, les salariés ne seront pas toujours gagnants et parfois ils seront carrément perdants. Alors vous nous dites un gain de pouvoir d'achat de environ à peu près, que sur certains éléments les salariés seraient perdants. Pourquoi donc ? Parce que la réalité juridique, elle est bien souvent plus complexe qu'on ne veut bien le dire. Et ici, c'est en raison d'un élément simple et très technique, la différence entre l'assiette de la CSG et l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Et concrètement ? Alors concrètement, il faut savoir que l'assiette de la CSG est plus large que la base de calcul des cotisations maladie et chômage. Donc mécaniquement, la hausse de la CSG va toucher beaucoup plus d'éléments que la baisse des cotisations salariales. Alors, si je m'en tiens à la fiche de paye, et bon là ça concerne vraiment les spécialistes, il ne faut pas oublier par exemple que les contributions patronales de prévoyance complémentaire, frais de santé, mutuelles, les contributions patronales de retraite supplémentaire sont assujetties à la CSG. Mais dans le cas général, il n'y a pas de cotisation maladie ou de cotisation chômage sur ces éléments. Ce qui fait que, dans ce cas précis, la hausse de la CSG ne sera pas compensée. Ici donc, on a une subtilité juridique qui va jouer finalement en défaveur des salariés. D'un autre côté, cette fois c'est en faveur des salariés, les salariés vont bénéficier dans une certaine limite d'un abattement de 1,75% sur la base CSG. Alors jusque-là, vous me direz, Marianne, qu'on ne fait qu'ergoter sur le volume du pouvoir d'achat. Oui, j'allais le dire. Oui. Mais il y a d'autres domaines sur lesquels les salariés seront tout simplement perdants. Les sommes qui, tout en étant assujetties à CSG, en fait, échappent aux cotisations sociales. Je pense ici, par exemple, à certaines indemnités de rupture. Prenons le cas d'une indemnité de licenciement supérieure au minimum conventionnel. Vous avez normalement une partie qui est assujettie à CSG, mais vous n'avez pas de cotisation salariale chômage et maladie. Donc, vous n'aurez pas la compensation de la hausse de la CSG.
Plus encore, je pense à l'épargne salariale, dont on parle peu quand même sur cette histoire de CSG. De fait, l'augmentation de la CSG de 1,7 point frappera par exemple de plein fouet les sommes liées à l'épargne salariale. Je pense à la participation au résultat, l'intéressement, l'abondement au plan d'épargne salariale de type PE, PERCO, PEI. Il n'y aura pas de compensation là, à la hausse de la CSG, puisque pour une raison simple, on a bien de la CSG, mais on n'a pas de cotisation. Donc là encore, les salariés seront perdants. Finalement, Nicolas, est-ce que vous seriez d'accord avec moi si je résume tout ça en 2 points? Les salariés seront bien gagnants, surtout au 1er octobre 2018, une fois la mesure pleinement déployée, mais en même temps, pas toujours au niveau annoncé, puisqu'ils seront perdants sur certains éléments, comme l'épargne salariale, même s'ils n'en auront pas toujours conscience. Je crois que c'est assez juste, Marianne. Très bien, merci. Alors passons maintenant au côté employeur avec l'allègement du coût du travail. Alors cette fois, les réformes sont prévues pour une application au 1er janvier 2019. Tout à fait, et il faut lire là le projet de loi de financement de la sécurité sociale en liaison avec le projet de loi de finances. On vous écoute Nicolas, dites-nous tout. Alors le projet de loi de finances va supprimer le crédit d'impôt compétitivité emploi, le fameux CICE, pour les rémunérations versées à partir du 1er janvier 2019. Idem pour le crédit d'impôt de taxe sur les salaires, c'est une sorte de CICE pour le secteur non lucratif, pour le résumer. Alors en compensation de ces suppressions, eh bien, les allègements de cotisations patronales vont être renforcés via 2 mesures. Alors un nouvel allègement pérenne et puis un renforcement de la réduction générale des cotisations patronales. On commence par l'allègement pérenne, 6 points de moins en dessous d'un certain niveau de rémunération, si j'ai bien lu. C'est exact, Marianne. À partir de 2019, les employeurs vont bénéficier d'une réduction de 6 points sur le taux de la cotisation patronale d'assurance maladie, alors uniquement pour les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 2,5 SMIC sur l'année. Autrement dit, si le salarié a une rémunération donc moindre que en dessous de 2,5 SMIC, eh bien, l'employeur va bénéficier du taux réduit. Par contre, si le salarié est payé au-delà, eh bien, l'employeur devra appliquer le taux plein sur l'ensemble de la rémunération. D'accord. Et pour la réduction générale de cotisation patronale, celle qu'on appelle encore parfois la réduction Fillon? Eh bien, à partir de 2019, elle va être elle aussi renforcée. En pratique, elle va être étendue donc, aux contributions patronales d'assurance chômage, hors AGS, ainsi qu'aux contributions patronales de retraite complémentaire légalement obligatoires, y compris la GFF, si on s'en tient à l'exposé des motifs du projet de loi. Alors, il faudra bien entendu un décret pour définir tous les paramètres de calcul précis, mais l'idée générale, c'est qu'au niveau du SMIC, eh bien, finalement, le montant de la réduction générale de cotisation va couvrir les cotisations patronales d'assurance maladie, celles d'assurance vieillesse, les allocations familiales, un petit bout de la cotisation accident du travail, la contribution solidarité autonomie, le FNAL, et donc, à partir de 2019, les cotisations patronales chômage et les cotisations patronales de retraite complémentaire. Mais attention, Marianne, il y a quand même 2 points fondamentaux qui ne changent pas. D'abord, comme aujourd'hui, la réduction de cotisations patronales ne concernera que les salariés dont la rémunération est inférieure à 1,6 SMIC, c'est donc un dispositif bas salaire quand même. Et puis comme aujourd'hui, le dispositif sera dégressif puisqu'il sera maximal au niveau du SMIC, puis ensuite il baisse pour s'annuler, arriver à 0 au niveau de 1,6 SMIC. Donc en résumé, 2019, ce sera le CICE supprimé, un nouvel allègement de 6 points pour les salaires allant jusqu'à 2,5 SMIC et une réduction générale renforcée, mais toujours centrée sur les bas salaires. Voilà, ça va. Bon, je souhaiterais maintenant revenir avec vous sur un dispositif spécifique, les attributions gratuites d'actions. J'ai noté que l'Assemblée nationale a voté un amendement qui devrait ramener le taux de la contribution patronale spécifique à 20%. Dites-nous-en un peu plus, Nicolas. Oui, très volontiers. Alors pour mémoire, sous le quinquennat de François Hollande, en fait, la loi Macron du 7 août 2015 avait pris un certain nombre de mesures qui visaient à favoriser le développement donc, du mécanisme des attributions gratuites d'actions aux salariés. Et en particulier, parmi ces mesures, on avait une diminution du taux de la contribution patronale spécifique qui est attachée au dispositif, puisqu'elle est passée de 30% à 20%. Sauf qu'à la fin 2016, quelque part en pleine campagne présidentielle, la majorité parlementaire de l'époque a ramené le taux au taux de 30%, c'est-à-dire celui antérieur à la loi Macron. Sauf qu'entre-temps, Emmanuel Macron est devenu président de la République et il aurait été étonnant qu'on en reste là. Et donc un amendement devrait donc rétablir le taux de 20% pour les actions gratuites dont l'attribution serait autorisée par une décision de l'Assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication au journal officiel de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Est-ce que vous auriez d'autres précisions à nous apporter en termes de cotisation patronale ?
2 points à avoir en tête simplement, même s'ils ne sont pas inscrits techniquement en tant que tels dans le projet de loi de financement. On vous écoute. À l'heure où je vous parle, le taux de la contribution patronale d'assurance maladie est de 12,89%. Or, les spécialistes se souviennent que ces 2 dernières années, il a été augmenté par des décrets qui sont sortis vraiment dans les tout derniers jours de décembre, le 30 ou le 31. Donc, alors, selon les pouvoirs publics, c'était censé être neutre, puisque cette hausse du taux de la cotisation maladie était à chaque fois en fait le résultat d'un transfert de charge, puisqu'il était compensé au niveau de la cotisation AT. Dans le jargon, on appelle ça un swap de taux. Et il est possible qu'il en aille de même pour 2018, parce que si on s'en tient, donc, alors là c'est technique, hein, l'annexe B au projet de loi de financement de la sécurité sociale, eh bien la branche accident du travail de la sécurité sociale, elle est encore excédentaire. Donc ce qui fait qu'un mouvement de baisse va pouvoir être engagé au niveau de la cotisation AT. Et parallèlement à cette baisse, on aura une hausse de la cotisation maladie, mais on nous promet que ce sera neutre. Donc reste à savoir si cette perspective sera effectivement mise en application par décret, et si oui, donc dans quelle proportion. Alors voilà pour le premier point. Le second point, il est à lire dans l'exposé des motifs donc, du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Il semblerait que le gouvernement entende réexaminer l'année prochaine un certain nombre d'exonérations ciblées de cotisations patronales, mais dans le cadre des lois de l'année prochaine, donc dans le cadre des lois de budget pour 2019. Alors ces dispositifs, ils seront soit révisés, soit supprimés peut-être. Et on évoque ici, on pense en particulier à ce qu'on appelle les exonérations zonées, c'est-à-dire celles qui sont ciblées sur des zones géographiques précises, zones de revitalisation rurale, zones de restructuration de la défense, bassins d'emploi à redynamiser. Alors exonération outre-mer, hein, son petit nom c'est l'exonération Lodéum. Hein. Autre donc, dispositif qui serait sur la sellette, on aurait les exonérations applicables aux associations intermédiaires ainsi qu'aux ateliers et chantiers d'insertion, ou encore l'exonération attachée au contrat unique d'insertion dans son volet contrat d'accompagnement dans l'emploi, c'est-à-dire pour le secteur non lucratif. Enfin, pour en savoir plus, il faudra attendre un an et bon, voilà, les lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2019. Très bien, merci Nicolas pour vos explications et précisions. C'est la fin de ce magazine. Merci de votre fidélité et de votre attention et rendez-vous le mois prochain, toujours en compagnie de nos experts, bien sûr.